Imagine un monde immobile et glacé. Un monde ancien, vieux d'environ 4,5 milliards d'années. Les rayons du soleil le réchauffent à peine et il est recouvert d'une épaisse couche de glace. Ce monde est plus petit que notre Lune, mais un peu plus grand que Pluton. Il s'agit d'Europe et c'est le 6e satellite de Jupiter et l'une des plus grosses lunes du système solaire. Mais le plus intéressant au sujet de ce monde, c'est qu'il pourrait abriter la vie. Les astronomes se sont penchés avec intérêt sur Europe à la recherche de formes de vie. Cette lune possède en effet un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 65 à 160 km. Il est certes caché sous une couche de glace d'une épaisseur estimée entre 16 et 32 km. Mais cette lune n'en demeure pas moins potentiellement habitable. Les astronomes nous disent que des panaches d'eau jaillissent des fissures dans la couche de glace et projettent le contenu de cet océan dans l'espace. Bien sûr, il ne sera pas facile d'aller chercher des traces de vie dans de telles profondeurs, mais les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup moins profonds, situés plus près de la surface. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Ceci présente deux avantages. D'abord, la probabilité qu'il y ait de la vie sur Europe est accrue. Deuxièmement, si c'est vrai, cela facilitera le travail des futures missions dans leur recherche de formes de vie. Il est intéressant de noter que la découverte récente de ces bassins peu profonds est le fruit d'un pur hasard. Le scientifique qui dirige les recherches, Riley Kullberg, a assisté à une présentation faite par l'un de ses collègues spécialistes des planètes. Il y montrait une photo de double crête sur la surface d'Europe. Kullberg s'est alors souvenu qu'il avait vu des crêtes similaires sur Terre. De telles formations sont rares sur notre planète, mais elles sont très nombreuses sur Europe. Des travaux ultérieurs ont suggéré que les crêtes de cette lune pourraient résulter d'un cycle bien précis, similaire à celui de la Terre. Lors de ce cycle, l'eau liquide gèle puis dégèle à l'intérieur d'une couche de glace, un environnement soumis à une pression très élevée. La calotte glaciaire se déplace alors vers le haut de manière répétée, créant une structure à deux pics. C'est du moins ce qui se passe sur Terre. Si les choses sont similaires sur Europe, cela prouverait la présence d'eau peu profonde sur le satellite. Bien sûr, la température, la pression et la composition chimique sont différentes sur Europe. Et on n'en sait pas encore beaucoup sur la nature de cette glace. Les scientifiques ne savent donc pas quelle est la profondeur ou la taille des poches d'eau, ni combien de temps il leur faut pour geler. Mais ce qui est plus ou moins clair, c'est que l'environnement sous toute cette glace est protégé des radiations de Jupiter qui frappent la surface du satellite. Ce qui, bien entendu, augmente les chances d'existence de la vie sur Europe. Nous avons évoqué le fait que l'océan d'Europe pourrait être salé. La couleur rouge des traces visibles à sa surface pourrait être due à leur composition chimique. Il s'agit probablement d'un mélange gelé d'eau et de sel. C'est assez inhabituel. Une telle composition ne correspond à aucune substance connue ici, sur Terre. Quant aux taches jaunes à la surface d'Europe, il pourrait s'agir de chlorure de sodium. Tu connais cette substance sous le nom de sel de table. Des scientifiques ont essayé de recréer les conditions qui règnent sur Europe en laboratoire. Ils ont découvert qu'en combinant de l'eau, du sel de table, des températures glaciales et une pression élevée, ils pouvaient obtenir un nouveau type de cristal solide. Cette substance pourrait exister à la fois au fond de l'océan d'Europe et à sa surface. En dehors de ces quelques faits, les chercheurs ne savent pas grand-chose. Ils espèrent obtenir davantage d'informations d'ici à 2030. À cette date, la mission Europa Clipper, lancée par la NASA, atteindra probablement Europe. Cette mission effectuera plusieurs survols rapprochés et tentera de déterminer si une quelconque forme de vie peut y exister. La mission JUICE, ou Jupiter Icy Moons Explorer, de l'Agence spatiale européenne, se rendra également sur Europe dans les prochaines années. Mais Europe n'est pas le seul endroit du système solaire susceptible d'abriter la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail lorsqu'il digère ses aliments. Mais les scientifiques pensent que le méthane est resté stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. En 2006, il a presque entièrement disparu de la planète rouge.
Et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les modèles des chercheurs. La question est donc de savoir ce qui a généré ce gaz et où il est parti. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface. Ils pourraient avoir été protégés des radiations pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions martiennes en laboratoire pour vérifier si c'était possible. Et ils ont eu la surprise de constater que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 280 millions d'années. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans ses profondeurs en forant le sol de la planète. À l'heure actuelle, l'eau ne coule pas sur Mars et les cellules et les spores se dessécheraient tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, la planète est profondément gelée. Pourtant, il pourrait exister 6 types de bactéries et de champignons sous le sol de Mars. La plus probable d'entre elles est surnommée bactérie Conan, car elle est très résistante. L'avenir nous en dira plus. Passons maintenant à Vénus. En 2020, des scientifiques ont annoncé que dans l'atmosphère toxique de Vénus, quelque chose semblait indiquer la présence de la vie. Hélas, les scientifiques ne disposaient d'aucune preuve, car ils n'avaient pas la possibilité de collecter des spécimens de microbes ni de prendre des photos. Mais ils ont affirmé avoir découvert une substance chimique appelée phosphine, et ce fut un événement important. Si ce n'était pas un élément encore inconnu qui produisait ce gaz, il pouvait s'agir d'une forme de vie microbienne. La phosphine est composée de 3 atomes d'hydrogène et d'un atome de phosphore. Ce gaz est toxique pour toute forme de vie dépendant de l'oxygène, par exemple pour l'homme. Sur notre planète, la phosphine se trouve dans des endroits où il n'y a pas ou peu d'oxygène, comme dans les marécages. Ce gaz est produit par des mélanges de bactéries. Il peut également être produit de manière industrielle. Mais il ne devrait pas y avoir de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz a besoin d'une pression et de température bien précises, ainsi que d'immenses quantités d'hydrogène. Il ne serait pas étonnant d'en trouver sur Saturne ou Jupiter, les fameuses géantes gazeuses. Mais sur Vénus, c'est très inattendu. Il est impossible que la phosphine soit produite naturellement sur cette planète. De minuscules quantités peuvent être créées lors d'éruptions volcaniques, d'orages ou lorsque des minéraux sont projetés ou que des météorites pénètrent dans l'atmosphère. Mais les scientifiques ont cru en avoir observé des quantités très importantes. Cela aurait dû éveiller leurs soupçons, mais ils étaient trop heureux de leur découverte. Selon eux, cela pouvait donc signifier qu'il y avait de la vie sur Vénus. Mais même si ce gaz a été créé par des organismes, une question demeure. Comment ont-ils survécu sur cette planète ? Sur la nôtre, certains microbes peuvent vivre dans des environnements dont l'acidité atteint 5%, mais pas plus. Or, sur Vénus, les nuages sont presque entièrement constitués d'acide, avec plus de 90% d'acide sulfurique. L'atmosphère de cette planète est également 50 fois plus sèche que l'endroit le plus sec de notre planète. En 2022, grâce à des télescopes à très haute résolution, on a pu déterminer qu'il n'y avait pas de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Et s'il y en avait, ce n'était qu'une très petite quantité. Nous devons donc continuer à chercher des traces de vie dans des régions encore plus éloignées. Coloniser d'autres planètes, c'est un peu l'aventure cosmique suprême. Ce défi a nourri l'imagination des hommes pendant des siècles, et nous en rêvons encore aujourd'hui. L'une des meilleures candidates est la planète Mars. Ce n'est pas surprenant. Mars est une planète rocheuse qui ressemble à la Terre à bien des égards, et sa surface présente même d'anciennes traces d'eau. Cela en fait donc une destination de choix pour la colonisation. De nombreux scientifiques travaillent sur des projets visant à envoyer des humains là-bas afin d'y établir une communauté permanente. Mais y a-t-il d'autres candidates ? Il y a de nombreuses planètes et lunes dans notre système solaire. Alors pourquoi ne pas se tourner vers d'autres destinations ? Par exemple, Cérès. Cérès est un véritable joyau. C'est une planète naine, pas une planète à part entière, tout comme Pluton. Elle se trouve dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. C'est la planète la plus proche du Soleil et elle est minuscule. Elle fait à peu près la taille du Texas. Alors, pourquoi la choisir ? Parce que Cérès pourrait abriter de précieuses ressources. Sa surface est couverte de cratères et d'autres particularités géologiques.
et les scientifiques pensent qu'au-dessous, il y a une épaisse couche de glace d'eau. Ce qui signifie qu'en profondeur, il pourrait y avoir un océan d'eau liquide. Si c'est le cas, Cérès pourrait constituer une précieuse ressource pour nos futures missions. Elle pourrait fournir l'eau nécessaire à notre exploration du système solaire. Alors, pouvons-nous la coloniser? Et si oui, comment faire? En fait, de nombreux scientifiques et passionnés de l'espace ont proposé cette idée. Pour coloniser Cérès, il faudrait utiliser les mêmes méthodes que celles utilisées pour établir des colonies sur la Lune, sur Mercure et sur les satellites de Jupiter et de Saturne. Et ce n'est pas si difficile que ça. Il faut juste trouver comment s'adapter à une atmosphère très ténue, à des températures extrêmes, à la pression et à tout un tas de choses désagréables. Mais gardons espoir. Au final, il ne s'agit que d'une question de ressources. Nous aurons besoin d'eau, de minéraux et d'autres matières premières. Ainsi, nous pourrions créer une colonie autonome. Et par chance, Cérès en regorge. Nous commencerions par installer des habitations dans les cratères. Nous construirions des dômes pour nous protéger de toutes sortes de dangers, comme les radiations. Nous exploiterions également le régolithe de la ceinture d'astéroïdes. Le régolithe, qui est la partie du sol recouvrant la roche-mère, résulte d'une altération cosmique. C'est un peu comme la couche superficielle de la surface lunaire. Pourquoi en avons-nous besoin? Parce que nous pourrions l'utiliser pour imprimer en 3D des fondations près de la glace, afin que nos bases soient situées près de l'eau. Nous utiliserions ensuite ces fondations pour imprimer d'autres structures, comme des maisons. Nous collecterions également de la glace et des molécules organiques pour créer de l'eau. Et en combinant l'eau avec le régolithe, nous obtiendrions un sol dans lequel faire pousser des plantes et de la nourriture. Merveilleux! Il y a aussi une autre option, créer une colonie sous le sol, c'est-à-dire juste à côté de la croûte glacée de la planète. Si dans l'avenir notre science nous le permet, nous pourrions accélérer la rotation de Cérès. Ça a l'air fou, mais ce serait très bénéfique. Cela nous aiderait à créer une gravité artificielle dans les colonies souterraines. En parlant de gravité, tout ça est bien intéressant, mais parlons des difficultés qui nous attendent lors de cette colonisation. Pour nous installer sur Cérès, nous devrons relever un certain nombre de défis. Tout d'abord, développer une technologie nous permettant de nous rendre sur cette planète. Soit des vaisseaux capables d'effectuer des vols de longue durée dans l'espace lointain. Pour cela, il nous faudra d'abord créer une technique de propulsion nucléaire thermique ou nucléaire électrique et un type de carburant extrêmement performant. Ensuite, il nous faudra une technologie capable de préserver la vie sur ce petit monde rocheux, c'est-à-dire des outils pour extraire et utiliser les ressources disponibles. Et comme il n'y a pas d'atmosphère sur Cérès, nous devrons porter des combinaisons et vivre dans des habitats pressurisés. Et ce n'est qu'un début. Vivre sur cette planète ne sera pas une mince affaire. Par exemple, comment faire face aux températures extrêmes, ou aux radiations, ou encore à la gravité incroyablement faible évoquée plus haut. Ce dernier point est certainement l'un des plus gros problèmes. La gravité de Cérès ne représente que 3% de celle de la Terre. Tu ne voudrais pas t'envoler dans l'espace pendant que tu joues au football, n'est-ce pas? Mais le fait qu'un simple bond puisse t'entraîner dans un voyage sans fin n'est pas le seul problème. Même si tu restes à la surface de la planète, tu rencontreras les mêmes soucis que les astronautes de la Station spatiale internationale. Par exemple, une perte de masse musculaire, une diminution de la densité osseuse, une baisse de la vision, une détérioration du système cardiovasculaire. Eh ben, qui aurait cru que la gravité était si importante? Si nous voulions survivre sur Cérès, il nous faudrait donc soit un tas de médecins, soit une gravité artificielle. Et n'oublie pas que cette faible gravité ralentira aussi notre travail. Bien sûr, nous ne pouvons aller nulle part sans argent. Coloniser Cérès coûtera extrêmement cher, surtout si l'on tient compte de tout ce qui précède. Mais Cérès est quand même l'une des meilleures candidates pour la colonisation.
Par exemple, on y trouve beaucoup de méthane et d'ammoniac. Ils peuvent être transformés en combustible ou en azote gazeux. Alors, pourquoi ne pas s'en servir pour coloniser Mars et Vénus ? Cette faible gravité a quelques avantages. Grâce à elle, le lancement de véhicules spatiaux serait grandement facilité. Nous gaspillerions beaucoup moins de carburant et les voyages entre Cérès et d'autres planètes seraient beaucoup moins chers. Ainsi, même si Cérès ne devient pas notre résidence permanente, elle peut devenir un bon pôle de transport, une espèce de gare spatiale. Nous pourrions l'utiliser comme base pour extraire des matériaux utiles dans la ceinture d'astéroïdes. Ensuite, nous transporterions tout ça vers Mars ou vers la Terre. Elle pourrait également devenir une station de ravitaillement pour les vaisseaux qui voyagent au-delà du système solaire. Toute cette science-fiction est plutôt géniale, n'est-ce pas ? Mais je crois que toute tentative de création d'une base permanente dans la ceinture d'astéroïdes devra attendre. La colonisation d'autres planètes est une tâche difficile et complexe. Elle nécessitera la coopération et l'expertise de nombreuses personnes différentes, ainsi que le développement de nouvelles technologies et la résolution de nombreux problèmes. Avant d'aller sur Cérès, nous devons construire des infrastructures sur la Lune, sur Mars et quelque part entre les deux. Sinon, l'entreprise coûtera beaucoup trop cher et échouera très probablement avant même que nous ayons pu atteindre la planète naine. Mais plus nous créerons de colonies, plus nous aurons de chances de nous installer un jour sur Cérès. Cela ouvrira non seulement la ceinture d'astéroïdes à l'exploitation économique, mais nous servira également de tremplin vers les confins du système solaire. La colonisation des lunes de Jupiter pourrait s'en suivre. En d'autres termes, la colonisation de Cérès pourrait rapporter gros. Non seulement elle nous permettrait d'explorer et de comprendre tout ce monde fascinant, mais elle pourrait également nous fournir des ressources précieuses qui nous aideraient à poursuivre l'exploration et la colonisation du système solaire. La vie sur Cérès serait difficile, mais passionnante, car les humains auraient là un nouveau foyer afin d'explorer les mystères de l'univers. Imagine tous les nouveaux restaurants et magasins que nous pourrions avoir. Bienvenue à Cérès Marché, où tout est extraordinaire. Si tu aimes les chasses au trésor cosmique, Cérès est bien la destination qu'il te faut. Pense simplement à mettre des poids à tes pieds afin de ne pas t'envoler. Allez, monte, nous allons faire une tournée des planètes voisines de la Terre. Commençons par Mercure, la plus petite planète du système solaire. Pendant la journée, la température à sa surface peut atteindre les 430 degrés. Et pendant la nuit, elle peut redescendre jusqu'à moins 180 degrés. Si les températures sont si extrêmes, c'est parce que cette planète n'a pas d'atmosphère. Au lieu de cela, Mercure a une mince exosphère. C'est l'une des raisons pour lesquelles Mercure n'est pas habitable. Les températures et le rayonnement solaire y sont trop sévères pour qu'un organisme puisse y survivre. Mais imaginons qu'il existe un moyen de vivre sur Mercure. À quoi la vie ressemblerait-elle sur ce gros caillou ? Sa surface est semblable à celle de la Lune. Au cours des millénaires, les météorites y ont imprimé de nombreuses marques. Mais contrairement à la Lune, la surface de Mercure est gris-brun. Maintenant, regardons l'air. Vu de Mercure, le Soleil paraît presque 3 fois plus grand que vu de la Terre. Et sa lumière y est presque 7 fois plus intense. Je me demande quel type de lunettes de soleil il faudrait porter si nous vivions là-bas. La vie pourrait-elle apparaître un jour sur cette planète ? Ne te fais pas d'illusions, c'est très peu probable. Maintenant, que dirais-tu d'atterrir sur Vénus ? Tu crois peut-être que la planète la plus chaude de notre système solaire est Mercure, car c'est la plus proche du Soleil. Mais en réalité, c'est Vénus qui détient ce record. Qu'est-ce qui fait que Vénus est si chaude ? La principale raison est son atmosphère. Elle est composée presque entièrement de dioxyde de carbone. Et elle est si épaisse qu'elle provoque un réchauffement continu à la surface. En gros, les gaz de l'atmosphère emprisonnent le rayonnement thermique. Cette planète ne se refroidit donc tout simplement jamais. L'eau présente à sa surface se transforme constamment en vapeur. Si Vénus était un plat, son atmosphère serait donc comme un micro-ondes. Voilà pourquoi les températures peuvent y atteindre les 465 degrés. À quoi ressemblerait la vie sur Vénus ? Sur Terre, les saisons changent à cause de l'inclinaison de la planète. Mais Vénus ne connaît pas de changements importants tout au long de l'année. Tout y est à peu près constant la nuit comme le jour. Et qu'en est-il du ciel ? Les nuages sur Vénus sont jaunes ou d'un blanc très vif.
Ils sont principalement composés d'acide sulfurique. Mais alors, pourquoi Vénus apparaît-elle rouge-orangé quand on la regarde depuis la Terre? Déterminer les vraies couleurs des planètes a toujours été très délicat. La coloration d'un corps spatial sera différente selon l'endroit d'où tu la regardes. Si nous voyagions jusqu'à Vénus, nous y trouverions une surface brun-rouge. Les molécules de dioxyde de carbone et d'acide sulfurique retiennent la lumière qu'elle reçoit du Soleil. D'où la teinte rouge-orangé de la planète. Et sais-tu qu'on dit souvent que Vénus est la jumelle de la Terre? Les deux planètes sont de taille presque égale. Toutes deux ont des surfaces relativement jeunes et des atmosphères épaisses et nuageuses. De plus, l'orbite de Vénus est également la plus proche de la Terre. On pourrait donc s'interroger sur la possibilité de la vie sur cette planète. Mais je suis désolé de te l'annoncer, non, Vénus n'est pas habitable. Notre prochaine destination est Mars. Contrairement à Vénus, il y a des saisons sur Mars en raison de l'inclinaison de son axe de rotation. Elle connaît également un phénomène saisonnier secondaire à cause de son orbite fortement elliptique. Son hémisphère sud connaît des hivers plus froids et des étés plus chauds que son hémisphère nord. La température moyenne sur Mars est de moins 60 degrés. Mais la chaleur peut aussi varier entre les pôles et l'équateur. Et elle peut varier de façon spectaculaire en une seule semaine. Mais ce n'est pas si terrible comparé aux deux planètes précédentes, hein? Mars est-elle habitable? La première chose dont un organisme devrait s'inquiéter ici, c'est du rayonnement spatial. La Terre a un champ magnétique et une atmosphère épaisse qui protège sa surface des radiations. Mars ne possède ni l'un ni l'autre. Sa gravité correspond à 1/3 de celle de la Terre. Et avec une gravité plus faible et une atmosphère plus ténue, il serait très difficile pour une créature de survivre sur la planète rouge. En 2013, la NASA a découvert un ancien lac d'eau douce qui aurait pu être un jour un environnement hospitalier pour la vie microbienne. Il existe des preuves que de l'eau liquide a jadis été présente sur Mars. Cela suggère que Mars aurait pu disposer d'un environnement favorable à la vie. Qu'est-il donc arrivé à toute cette eau? La théorie la plus couramment admise est que l'atmosphère de Mars s'est trop raréfiée et est devenue trop froide pour que de l'eau liquide subsiste à sa surface. Sa disparition pourrait aussi être liée à la perte des premiers champs magnétiques. Ou ce serait sa taille qui serait tout simplement en cause. Mars est sans doute trop petite pour conserver de l'eau. Donc, pour l'instant, Mars n'est pas habitable. Mais nos scientifiques continuent d'envoyer des missions vers la planète rouge. Peut-être feront-ils de nouvelles découvertes? On verra bien. Et maintenant, Jupiter. Tu t'es déjà demandé à quoi la vie pourrait ressembler sur la plus grosse planète de notre système solaire? Jupiter est assez peu propice au développement biologique. Les températures sur cette planète ainsi que sa composition ne sont pas du tout favorables à l'apparition de formes de vie. Jupiter possède des couches de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Et ces gaz occupent toute la planète. Littéralement, il n'y a aucune surface solide. Les gaz vont jusqu'au noyau. Sous la surface, ils deviennent liquides et se transforment en plasma car la pression atmosphérique y est bien plus intense que n'importe où sur Terre. Pour mettre les choses en perspective, un organisme sur Jupiter devrait pouvoir résister à une pression atmosphérique 1000 fois supérieure à celle de notre planète. Un être vivant pourrait-il survivre dans de telles conditions? Peu probable. Jupiter n'est absolument pas habitable. Mais bon, il paraît que sa lune, Europe, elle, pourrait l'être. Changement de décor. Saturne. C'est la deuxième plus grande planète de notre système solaire. Comme Jupiter, Saturne est une boule de gaz géante principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Et la température sur cette planète? Elle est glaciale. Et puis, il y a des vents extrêmement puissants. Les vents dans la haute atmosphère de Saturne atteignent une vitesse de 490 mètres par seconde. Comparons ça aux tempêtes sur Terre pour mieux comprendre. L'ouragan le plus puissant jamais enregistré chez nous se déplaçait à une vitesse de 107 mètres par seconde. Donc, la réponse à la question « Y a-t-il de la vie sur Saturne ?» est plutôt évidente. La vie telle que nous la concevons n'y existe pas. Notre prochain arrêt est Uranus, l'une des plus grandes géantes de glace. L'atmosphère d'Uranus est dominée par la glace. Mais ce n'est pas la seule chose qui explique la couleur bleue de cette planète. L'autre raison est le méthane dans son atmosphère. Il absorbe la lumière rouge et reflète le bleu. Et c'est la même chose sur Neptune. Uranus est la planète la plus froide du système solaire. Les températures peuvent y descendre jusqu'à moins 224 degrés. La vie sur Terre a besoin de la lumière du Soleil qu'elle transforme en énergie. Mais il n'y a rien sur Uranus pour produire l'énergie indispensable à un quelconque développement.
Bref, Uranus n'a pas l'environnement nécessaire pour abriter la vie. Allons voir du côté de Neptune, la deuxième géante de glace. Qu'y a-t-il sur cette planète la plus éloignée du Soleil? De toute évidence, il y fait incroyablement froid. Il n'y a ni source d'énergie pour la vie bactérienne, ni aucune eau liquide. Les scientifiques pensent qu'il est peu probable qu'on trouve de la vie sur Neptune à cause de ces conditions si peu hospitalières. Alors, qu'est-ce qui rend notre planète habitable? Et je ne parle pas seulement de la vie humaine. Je parle de tous les organismes, même des microbes. La vie nécessite des conditions très particulières pour être possible. Tous les êtres ont besoin de nourriture, d'eau et d'une température appropriée pour se développer. L'atmosphère est absolument cruciale. Les humains, par exemple, ont besoin d'oxygène pour respirer. Et ils ne peuvent survivre que si les températures ne sont ni trop hautes ni trop basses. Et puis, il y a la gravité. Les conditions sur les autres planètes sont très éloignées de celles qu'on trouve sur Terre. La vie n'aurait donc probablement rien à voir avec celle que nous menons ici. Tous les êtres vivants se sont adaptés à l'atmosphère terrestre. Dans ces autres mondes, ils seraient confrontés à des conditions de survie à chaque fois très particulières.